Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire de lancement de notre nouveau FCPR, Entrepreneur et Rendement Horizon. Alors, un petit rappel d'Entrepreneur Invest pour ceux qui nous connaîtraient depuis peu de temps. Donc, la société de gestion a été agréée par l'AMF il y a 26 ans. On gère aujourd'hui 1 milliard d'euros d'actifs via 3 pôles d'investissement. Le pôle multigestion avec nos stratégies entrepreneurs et litigation et entrepreneurs secondaires. Le pôle immobilier avec notre FCPR entrepreneur et immobilier, c'est notre fonds obligataire perpétuel et distribuant. Le club deal entrepreneur immobilier numéro 2, donc un club deal à Lyon qui est éligible 150 0 Bether pour les dirigeants qui ont cédé leur société avant le 21 février. Et enfin, notre pôle PME, le pôle historique, avec 2 fonds. Le FPCI Entrepreneur et Croissance, qui répond aux contraintes des investisseurs en situation de remploi, donc dans le cadre du 150 0 Bether. Et puis le vaisseau amiral de la maison, 12 millésimes depuis 2012, c'est le fonds obligataire Entrepreneur et Rendement. Et aujourd'hui, nous faisons évoluer ce FCPR en lançant une version perpétuelle. Donc Ariane, la demande pour un fonds Evergreen n'est pas nouvelle. Pourquoi le lancer maintenant ? Alors effectivement, Sébastien, je pense que ça fait quelques années qu'il est difficile d'ouvrir un journal sans lire que ce sont les fonds perpétuels qui collectent le plus et que c'est le nouvel Eldorado de la gestion du non-coté. Pour autant, j'estime que le métier d'une société de gestion n'est pas de suivre une tendance et une mode, mais au contraire de s'inscrire dans un temps long. Donc faire un fonds Evergreen, certes, pourquoi pas, on n'est absolument pas anti-fonds Evergreen chez Entrepreneur Invest, on est même précurseur quasiment en la matière, puisque tu citais le FCPR Entrepreneur et Immobilier, quand on l'a sorti en 2020, on était probablement parmi les premiers acteurs à sortir un FCPR retail accessible à partir de 1 000 euros Evergreen. Pour autant, le fonds perpétuel est une structure spécifique qui n'a de sens qu'en fonction des actifs qui sont logés dans ce fonds. À titre personnel, je ne suis pas complètement convaincue de la pertinence de loger des grosses poches actions, puisque évidemment qu'on va avoir des maturités beaucoup plus longues qui vont complexifier la liquidité nécessaire dans ces fonds-là. Je ne suis pas non plus forcément favorable à avoir des grosses poches de côté qui vont certes permettre d'avoir une forme de liquidité, mais obtenir également de la volatilité. Donc, l'ambition, c'était de créer un fonds qui réponde à un certain nombre de besoins des clients, mais sur lequel on a une vraie conviction qu'on pourrait assurer de la performance, de la liquidité dans le temps, et que la structure même apporte un plus. Donc on a réfléchi pendant un certain nombre d'années. Il a fallu lever également un certain nombre de freins, notamment je pense au cash. Pendant des années, l'AMF imposait du cash de manière absolument délirante dans les fonds. Il y a une période où ils allaient jusqu'à 40% de demande. Donc avec Altif 1 et Altif 2, ils ont revu leur cahier des charges. Et aujourd'hui, dans le fonds qu'on lance, la demande de cash de l'AMF est seulement de 10%. Une fois qu'on avait levé ces freins-là, il fallait encore qu'on trouve des actifs sur lesquels on avait une conviction, on avait une certitude d'être capable d'avoir une cohérence entre notre capacité de collecte et notre capacité de placement pour investir en temps réel. Et c'est là où cette expérience et ce track record de 12 ans qu'on a avec la gamme rendement a parlé pour elle et qu'on a décidé de passer le cap. Surtout, ce qui a été réellement l'élément déclencheur, quand l'équipe de gestion directement, elle, a également été en demande. Et que donc la demande n'émanait plus seulement de distributeurs, mais de l'équipe de gestion. Merci Ariane et merci pour cette transition. Bertrand, quel pourrait être l'intérêt pour l'équipe d'investissement de passer cette gamme historique entrepreneur et rendement sur un format perpétuel par rapport aux véhicules fermés historiques ? Bonjour. D'abord, on va peut-être reprendre un peu notre gamme et justement notre fonds obligataire, redonner quelques éléments, à la fois en termes de typologie d'investissement, puisque on est bien dans le financement de PME françaises à base d'obligations. Alors, il y a une évolution pour les gens qui ont été sur des fonds comme Export 2, Entrepreneurs et Familles. On était plutôt sur de l'obligation convertible. On est de plus en plus principalement sur de l'OPSA, et on en reparlera avec l'intérêt du BSA. Après, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on est toujours cette logique de diversité, de mutualisation. Donc on est toujours sur un fonds, qu'il soit d'ailleurs daté ou perpétuel, où il y aura un certain nombre de lignes. Donc on va évidemment toujours
favoriser cette notion de diversification. L'autre point, c'est la typologie d'entreprise. C'est toujours la même type d'entreprise. C'est une société rentable, c'est une PME, mais c'est aussi, on l'a fait en 2024 et en 2025, une petite ETI. Donc, quelque part, on a fait évoluer notre typologie d'entreprise, les entreprises où nous investissons, en maintenant toujours la notion de récurrence, d'innovation, d'export, de l'international, parce que quand on est dans une économie où on a une croissance atone, c'est bien de trouver des marchés qui permettent de compléter son chiffre d'affaires. L'autre point, toujours la même chose, c'est des sociétés où on va mettre des tickets de plus en plus importants. Il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que lorsqu'on a démarré, on était sur des investissements de 1 à 2 millions. Maintenant, on est sur des tickets de 4 à 6 millions. Et puis sur des sociétés et des secteurs que l'on connaît bien, des secteurs dans lesquels on investit de manière historique, ce qui nous permet toujours de mettre au cœur de notre stratégie, dans ces fonds obligataires, l'accompagnement. N'oublions pas que nous sommes une société qui, certes, investissons, c'est une période de 3 à 6 mois, mais surtout, on accompagne nos entrepreneurs, on essaie de contribuer et ajouter de la valeur à ces entreprises, au travers de notre propre intervention lors des conseils et des comités de suivi, mais aussi en faisant et en animant tout un réseau qui apporte de la valeur aux entreprises. Donc ça, c'est le côté immuable. Maintenant, par rapport, en effet, à ce fonds, pourquoi un fonds perpétuel peut apporter des bénéfices, je dirais que c'est en particulier et surtout au niveau de ce qui est appelé la flexibilité temporelle. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Si, très bien, on peut en parler. Important. La flexibilité temporelle, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de marché. Par exemple, il fallait s'adapter à quelque chose qui était les emprunts bancaires, il y a 10 ans, 15 ans, étaient de 4 à 5 ans. Maintenant, ils sont de 6 à 7 ans. Ça veut dire qu'un fonds daté a une contrainte supplémentaire par rapport à un fonds perpétuel. Deuxième chose, qui est un cas important, c'est quelque part le suivi d'entreprises de très bonne qualité. J'ai en tête, par exemple, qui était dans rendement 2, rendement 3, Simago, qui a permis de faire de belles performances. Mais il aurait été intéressant de pouvoir continuer l'aventure avec sur la durée, ce qu'un fonds perpétuel peut permettre. Oui, parce que ça, c'est une ligne qu'on a conservée 2 ans, 2 ans et demi dans les portefeuilles. Exactement, on a dû la céder, on est revenu par la suite, mais par contre, on aurait pu la garder beaucoup plus longtemps. Et dans certains cas et dans certains types d'opérations, en particulier, parce que comme vous le savez, on travaille aussi beaucoup sur la notion de transmission. Donc on accompagne des entrepreneurs, soit pour reprendre une société, ou soit des managers pour reprendre une société, voire même des entreprises qu'on appelle des plateformes de buy and build. C'est intéressant d'être dans la durée avec ces gens-là, parce que ce n'est pas généralement des opérations de 5 à 10 ans, même si on peut faire tourner les fonds, mais ça peut être des opérations de 5 à 10 ans, à 15 ans. Et donc c'est très intéressant de poursuivre l'aventure avec une équipe en qui on a confiance et qui a démontré sa performance. Donc ça, le temps est important. L'autre partie aussi par rapport au temps, qui est un autre sujet qui est là, et plus une contrainte négative, c'est le fait d'un fonds daté, on a des questions de liquidité. Lorsqu'on a des questions de liquidité et qu'on arrive à la fin de la durée du fonds, se pose la question finalement de distribuer. Ce qui est important, et c'est d'ailleurs un point que l'on va garder, c'est d'être capable de distribuer selon les différentes opportunités. On parlera de la typologie du fonds, mais c'est surtout aussi de pouvoir se dire que si j'arrive à la fin du fonds, dans un fonds daté, là je peux continuer et avoir le moment le plus propice où je vais pouvoir me faire racheter ou pouvoir utiliser un BSA, donc améliorer la performance. Donc je dis bien, le temps est un sujet important dans l'investissement, dans la période d'investissement, mais c'est aussi un autre aspect intéressant. Par exemple, on parle, tout à l'heure j'ai dit, le rallongement, puisqu'on est passé de 5 à 7 ans sur les emprunts bancaires, mais par ailleurs, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'opportunités sur le marché, de besoins sur des obligations courtes. Et ça, c'est aussi une opportunité que l'on peut mieux adresser avec un fonds perpétuel. Alors moi, j'aimerais bien qu'effectivement, on revienne encore une fois sur cette logique de temporalité, parce que je pense que les investisseurs et les partenaires n'ont pas conscience à quel point finalement on a une logique d'arbitrage qui se fait systématiquement entre la perf et la liquidité. Dans l'imaginaire, on imagine que, en gros, on cherche un acheteur et que on va le vendre au meilleur prix. On a parfois l'acheteur qui arrive à un moment où on ne le cherchait pas encore. On parlait de Simago qu'on a vendu au bout de 2 ans. Dans mes souvenirs, je crois qu'on était sur un TRI de 68% ou quelque
chose, plus, même c'est plus, ça, voilà, on a- un TRI totalement délirant. Pour autant, il était porté dans un fonds qui, lui, n'avait pas possibilité de faire distribution avant 1 an et demi. Il aurait été ridicule de refuser la vente à ce moment-là, mais la vente n'était pas optimum par rapport au calendrier du fonds. Donc à chaque fois que vous avez une opportunité de cession, il y a le prix, il y a est-ce que j'aurai un meilleur prix plus tard, mais il y a aussi est-ce que le fonds me permettra d'attendre et d'atteindre ce meilleur prix plus tard. Et on a du mal à percevoir de l'extérieur la déperdition finalement de performance qu'il peut y avoir entre la capacité de la gestion à générer de la perf au niveau des sous-jacents et la manière dont cette performance va se répercuter au niveau du porteur. Et ça, c'est justement cette adéquation la plus fine possible entre le calendrier du fonds et le calendrier du sous-jacent. Quand vous êtes sur un fonds perpétuel, ça lève cette problématique-là. Il y a évidemment une gestion d'une poche de liquidité qui doit être permanente pour assurer les rachats, mais sorti de ça, si vous avez la possibilité de faire une très bonne opération 3 mois après être rentré, c'est pas grave, vous le réinvestirez de manière automatique. Vous ne serez pas obligé de porter du cash, vous ne serez pas obligé d'investir dans un fonds monétaire qui rapportera beaucoup moins. Et à l'inverse, si vous avez une pépite qui nécessite 7 ans et demi au lieu de 5 ans et demi, eh bien vous n'êtes pas obligé de la vendre en partie ou de faire une opération un peu complexe de transmission au travers d'un fonds pour continuer à la porter. Et donc, a priori, ça lève quand même beaucoup de freins et plus de liberté égale théoriquement plus de performance. Oui, je pense que c'est important de rappeler, on est là pour travailler pour les souscripteurs, donc certes, ça peut améliorer la vie de l'équipe d'investissement, mais fondamentalement au service de la performance. Très très bien. Donc plus de sélection, plus de choix, plus de flexibilité, donc plus de performance. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder l'historique de performance de la gamme entrepreneur et rendement. Donc vous avez normalement, voilà, le tableau s'affiche, le track record de tous les FCPR entrepreneurs et rendement, et vous avez le TRI net entouré en pointillé orange de tous les fonds qui sont investis, ce qui permet de calculer un TRI net moyen des fonds pleinement investis, qui est donc de 7,47%. Alors compte tenu de ce qu'ont expliqué Ariane et Bertrand, je pense vous comprenez qu'on devrait peut-être avoir un meilleur TRI net. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole, Ariane, Bertrand, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur le TRI historique de la gamme et sur ce qu'on peut attendre peut-être de ce fonds entrepreneur et rendement perpétuel. Alors de manière effectivement, la promesse commerciale, alors même si on est bien d'accord que ce n'est absolument pas un engagement contractuel, mais on est convaincu que ce fonds pourra viser une performance moyenne légèrement supérieure. Donc on va communiquer sur une performance cible de 8%. On a également un avantage important, c'est que malheureusement, on sait que sur des fonds millésimés, vous avez le fonds qui n'a pas de chance, et on ne sait pas pourquoi, et le fonds qui a plein de bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau, et tant mieux. Là, vous allez avoir un effet lissage évident, donc un peu comme dans le secondaire, on va renoncer quelque part à être sur le fonds incroyable, mais on va aussi se prémunir davantage d'être sur l'histoire qui est un peu décevante. Oui, Ariane, je me permets de t'interrompre pour revenir peut-être sur le tableau de performance. C'est vrai que sur les 2 millésimes un petit peu extrêmes en termes de performance, c'est entrepreneur et rendement numéro 2 qui affiche un TRI supérieur à 13% net. Et 2 ans plus tard, on a le entrepreneur et rendement numéro 4 qui affiche un TRI de 3% net. Donc il n'y a que 2 ans et il y a quand même une différence de performance considérable qui est liée en fait tout simplement au sous-jacent qu'on avait dans les portefeuilles. Et c'est vrai que l'intérêt du fonds perpétuel, comme le dit Ariane, c'est qu'on a cette diversification et probablement cette plus grande homogénéité en termes de performance, cette moindre volatilité, même si historiquement la gamme est quand même très peu volatile. Et donc ça aussi c'est un grand point fort. Alors après, pour compléter ce qu'on évoquait, donc là, c'est l'aspect structuration. On aura aussi moins de cash. Je disais tout à l'heure que dans notre fonds, de manière réglementaire, on aura une poche de liquidité de 10%. La plupart des partenaires ont accès à des fonds perpétuels qui sont structurés pour co-investir avec des fonds institutionnels. Ça veut dire que dans leurs fonds perpétuels, ils sont obligés d'avoir des poches de cash, souvent malheureusement supérieures aux 10%, puisqu'ils sont sur des modalités AMF un peu antérieures. Mais ils s'adossent à des fonds institutionnels qui, eux, travaillaient en appel progressif et qui donc ne portaient aucun cash. Donc la norme, quelque part, du marché, c'est que la version perpétuelle
a des performances amoindries par rapport à la version millésimée. Ça ne devrait pas être le cas chez nous, puisque nous, nos versions millésimées étaient des fonds fiscaux avec appel unique. Donc ça voulait dire qu'on prenait l'intégralité du cash à l'entrée et qu'on n'avait aucune possibilité de faire des distributions avant la 5e année. On avait donc 100% de cash les premiers mois. Heureusement, on investit très vite. On a une moyenne de déploiement qui est en 14 mois sur ces fonds-là. Donc, on a un savoir-faire industriel qui fait qu'on est très efficace. C'est bon de le rappeler. Hein. Voilà, donc on investit très vite, mais malheureusement, on a quand même un excès de cash les premiers mois. Et à l'inverse, toutes les sorties qui se font à partir de la fin de la 3e année, on n'a pas le temps de les réinvestir, on n'a pas le droit de les libérer. Donc on a également un excès de cash dans les derniers mois qui explique que les premières distributions sont en général assez significatives. Donc, en moyenne, sur la vie d'un fonds millésimé, on est pénalisé par au moins 15% de cash. Donc en réduisant cette poche, on a également un pourcentage du portefeuille actif plus important et donc une performance plus élevée. Le dernier point qui devrait nous faciliter la vie en termes d'objectifs de performance, c'est le recours aux OBSA versus les OC. Et là, je propose que Bertrand nous explique un petit peu plus. Alors, peut-être revenir rapidement sur la définition de ce que c'est qu'une OC et pourquoi on n'est pas un fonds de dette finalement un peu comme les autres. Et pourquoi aujourd'hui, avec les OBSA et les OBSA dans un fonds perpétuel, on a potentiellement un moteur de performance supplémentaire qui devrait nous tirer vers le haut. Tout à fait. On a parlé, je crois, lors de la dernière revue de portefeuille le 24 mars. C'est vrai que notre fonds obligataire n'est pas du tout un fonds de dette privée. D'une part, parce que pour la plupart des outils que nous mettons en place en termes de financement, on a un accès au capital. C'est une première chose. La deuxième chose, notre fonds n'a pas d'effet de levier, qui est quand même important, parce que c'est un sujet qui a été souvent débattu autour des fonds de dette privée. Le troisième point aussi, tout à l'heure j'ai parlé d'accompagnement, c'est que nous avons pas des centaines de lignes ou des cinquantaines de lignes, on a des dizaines de lignes que nous suivons régulièrement tous les mois, on connaît notre sous-jacent, ils sont dans les lettres d'information, nos souscripteurs peuvent nous poser des questions, des fois ils le font sur telle et telle société, donc on est capable de répondre société par société, on connaît beaucoup mieux notre je dirais, sous-jacent. Oui, les craintes actuelles qui sont est-ce que potentiellement j'aurais des mauvaises choses dans mes lignes sans le savoir c'est pas quelque Pas chose sans le qui savoir. peut arriver. On a sûrement des sociétés qui, du fait du contexte actuel, peuvent avoir une période difficile, mais en tous les cas, pas sans le savoir. On le sait. Ça, c'est un point important. L'autre sujet, et en effet, tu parlais de l'OBSA, c'est comme je disais tout à l'heure, on a évolué entre l'OC et l'OBSA. Finalement, l'OBSA à deux niveaux. Alors l'OBSA, c'est obligation avec un bon de souscription voilà. d'action. Mais ce qui est important, c'est que c'est deux facteurs de performance. On est bien remboursé de 100% de l'obligation, alors que dans une obligation convertible, il y a une partie convertible, une partie non convertible, donc on n'est remboursé que d'une partie. L'autre partie est convertie en action, ramène quelque part le surplus de profit. Là, ce qu'on a avec l'OBSA, c'est en effet l'obligue qui est remboursé à 100% avec son TRICIM et le BSA que l'on peut exercer ou non. Et quand on l'exerce, et c'est encore un sujet, je trouve, très positif pour un fonds perpétuel, ce BSA n'a de valeur que lors d'un événement de liquidité. Mais si cet événement de liquidité dans un fonds daté, ce qui nous est arrivé dernièrement, peut aller dans 4 ans ou dans 5 ans, on ne pourra pas l'exercer. Donc, quelque part, on a une diminution de la valeur potentielle de l'investissement initial. Parce qu'en fait, si, en résumé, dans l'OBSA, vous avez deux titres différents. C'est deux choses différentes. Il y a bien une obligation. À porter le BSA malgré le remboursement de l'obligation. Voilà, qui a un accès au capital, donc qui permet justement, ou pas, mais dans la plupart des cas, on va dire, c'est quand même l'objectif d'avoir ce surplus de profitabilité, ce qui a permis dans certains fonds d'aller au-delà des 8, des 10 ou des 12%. C'est ça, en fin de compte, qui nous a permis d'aller rechercher cette performance. Plus statistiquement, on l'exercera. En effet. Et c'est pour ça que le fonds perpétuel, pour le coup, devrait être un outil qui amène de la performance supplémentaire. Alors peut-être à 1 ou 2 ans près, mais c'est un sujet très important pour nos souscripteurs. Alors, Bertrand, est-ce que tu souhaites justement donner un exemple concret sur un investissement très récent Oui, vous avez parlé d'un fonds récent. Pas un investissement récent, mais des investissements. Une société qui s'est très bien passée, c'est Temple, salle de boxe réputée sur Paris, où on a investi avec une obligation et un BSA.
Nous avons été remboursés de notre BSA, mais pas dans le cadre d'un événement de liquidité, c'est-à-dire la société n'a pas été vendue, il n'y a pas eu un changement de contrôle. Donc la société marche très bien, on est très content, on a fait un très bon TRI, sauf que notre BSA attaché à cette opération est tombé parce que le prochain événement de liquidité, si tenté qu'il allait arriver, c'est dans 5 ans, et le fonds qui était il y avait rendement 4 par exemple, ne pouvait pas porter ce BSA sur cette période-là. Alors que dans le cadre d'un fonds perpétuel, on aurait pu tout à fait le garder 3, 4, 5 ans, ce qui aurait bénéficié au fond dans la durée. Donc sur cette ligne, on a enregistré un très bon rendement obligataire de l'ordre de 11-12% de TRI, mais malheureusement, on n'a pas eu ce surcroît de performance qui potentiellement est très très significatif. Voilà, et dans beaucoup d'opérations avec nos OPSA, c'est quand même aussi ce qu'on vient chercher. Il faut savoir qu'une obligation actuellement, le rendement est entre 10 et 12, avec justement cette opportunité du BSA, on peut aller à 14, 15, 16, 20. Donc c'est vraiment sensiblement supérieur. Oui, et d'ailleurs on le voit sur certains fonds, on a même eu des TRI nettement supérieurs à 20%. Nettement supérieurs, en particulier dans ce qu'on appelle les plateformes de buy and build, certaines sociétés type Chrono, Somnes Medical, Satep, pour celles qui sont actuellement dans le portefeuille. Très bien, merci Bertrand. Alors le temps passe. Ariane, est-ce que tu peux nous synthétiser la promesse produit donc, sur ce nouveau FCPR, Entrepreneur et Rendement Horizon? Alors oui, de façon très simple, on va conserver tout ce qui marchait. Donc la politique d'investissement centrale ne change pas. On va continuer à investir dans des obligations non cotées de PME et ETI françaises, matures, rentables, avec souvent une grosse récurrence du chiffre d'affaires. On va continuer à les accompagner dans la durée sur le même type d'opération. On va continuer à aller chercher la garantie FEI que la plupart de nos partenaires connaissent très bien. On reste sur un fonds accessible à partir de 5 000 € qui va être facile d'accès et qui va avoir le même SRI 3. Donc la promesse produit vraiment centrale ne change pas. Fiscalité allégée également au bout de 5 ans de détention. En revanche, on va améliorer la diversification puisque l'équipe d'investissement ne va pas changer sa manière de travailler, elle va continuer à faire en gros 10 à 15 nouveaux deals par an, mais un porteur qui rentrerait demain et qui sortirait dans 5 ans aura lui 10 à 15 deals par an, donc 50 à 70 participations au bout des 5 ans au lieu des 20-25 qui étaient ciblés dans un fonds millésimé. Et évidemment, on va assouplir la possibilité de rentrer, la possibilité de sortir, et donc se dédouaner de cette sortie en distribution successive qui, quels que soient les efforts qu'on pourra faire, ne seront jamais assez grosses et assez rapides. Donc ça va apporter une forme de souplesse pour l'investisseur. Merci Ariane. Alors je voudrais que tu reviennes sur quelques points, puisque peut-être que certains partenaires connaissent moins la stratégie. Et tu as parlé de la garantie FEI. Alors nous, on utilise cette garantie FEI depuis 2016, voilà, on la connaît bien, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu peux présenter cette garantie FEI, comment ça fonctionne? Alors c'est assez simple, en fait c'est un accord cadre au niveau du fonds, donc vous avez un organisme, le FEI, qui est associé à la Banque européenne d'investissement, donc l'équivalent vraiment européen de BPI France, qui a vocation à faciliter l'investissement dans l'économie réelle et donc dans les PME européennes, et qui va donc, grâce à une garantie, réduire le risque pris par les investisseurs pour orienter finalement leur investissement dans ces sociétés. Donc la promesse, elle est assez simple, c'est que si la société elle est couverte, et vous avez 50% d'une éventuelle perte en capital minimum qui sera remboursée. Donc, que ce soit parce que la société n'arrive plus à payer, que ce soit parce qu'il y a un conflit, qu'elle soit en procédure ou que ce soit de la mauvaise volonté, que ce soit arrivé la première année ou que ça arrive la dernière année, que ce soit une perte totale où la société a fait faillite et on a perdu intégralement sa ligne, ou qu'elle ait fait l'effort de rembourser 90% des montants et qu'on est juste en perte de 10, dans tous les cas, on observera la perte en capital et on récupérera 50% par le biais de la garantie. Donc c'est vraiment un système de réduction du risque qui est très fort, d'autant plus fort sur des obligations qu'on ne va pas déduire les éventuels coupons déjà perçus du calcul, et que donc on peut parfaitement se retrouver avec une garantie exercée, avec une société qui nous avait déjà versé des intérêts, déjà remboursé partiellement et qui était donc potentiellement déjà positive. Voilà. Donc c'est aussi ce mécanisme qui explique historiquement
qu'on a des fonds comme ça qui, même quand malheureusement on tombe sur le mauvais millésime, c'est dommage, mais ce n'est pas dramatique. D'accord. Alors, merci Ariane. Peut-être Bertrand pour compléter cette garantie. On sait qu'elle n'est pas systématique. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où ce type de garantie ne peut pas être utilisé? Par exemple, je crois que tu parlais d'ETI. Voilà, il y a quelques cas où on ne peut pas utiliser la garantie. En effet, c'est déjà il y a un point à rappeler. Tous nos investissements sont notés, ce qui permet justement de faire ou pas jouer la garantie. C'est-à-dire que c'est sur la base d'une notation. C'est-à-dire que en effet, cette garantie marche pour des PME européennes. Donc, si en effet on investit, comme je l'ai dit, par exemple en 2025 sur 2 ETI, on ne peut pas faire jouer la garantie. On parle quand même de sociétés entre 10 et 30 millions d'EBITDA. Donc, évidemment, on peut imaginer que ça ne rentre pas dans le scope d'une garantie PME. Après, c'est aussi une discussion avec la BUI, dossier par dossier. Si on a une trop bonne note, par exemple, trop bien notée, c'est-à-dire que la société, ça nous est arrivé à une note, j'allais dire, parce que c'est un peu comme les notes de pays au niveau d'un pays, triple A, triple B, ainsi de suite. Si on a une trop bonne note, à partir de B+, on ne peut pas avoir accès à cette garantie. Ce qui est logique, on le répète, cette garantie, c'est un caractère défensif. Et il y a un mot d'ailleurs, je reviens, c'est défensif. Nos fonds ont un caractère défensif. C'est comme tu le dis, on n'est pas en train de faire du capital risque, aller chercher une licorne dans nos fonds. Il faut être très clair. On est sur des PME de croissance, certes, mais de croissance mesurée. Et surtout, ce qu'on regarde, c'est la rentabilité et justement les effets d'amortisseurs. Parce que nos fonds, certes, on a eu de très belles performances à 13%, 12,9%. Pour des fonds obligataires, honnêtement, on est dans des performances très intéressantes. Mais la cible, comme le disait Ariane, c'est du 8%. On est un fonds défensif. Le but, c'est justement de ne pas avoir de catastrophe, c'est d'être toujours capable d'avoir un multiple d'un 15, un 20, un 40, un 60, évidemment plus, comme on peut. D'où le lissage qui est important. Juste pour finaliser sur cette logique de garantie, puisqu'évidemment nos partenaires vont nous demander, mais alors on y a bien la garantie, etc. Donc il y a un accord cadre, donc ce fonds aura l'accord cadre. Comme le disait Bertrand, il arrive de temps en temps que des sociétés, parce qu'elles sont trop grosses, parce qu'elles sont trop bonnes, ne soient pas éligibles à la garantie. Et pour autant, là, on parle d'un fonds perpétuel, donc on est également honnête. Il est impossible de savoir ce que l'avenir nous réserve. Donc, on ne pourra jamais s'engager à ce que l'intégralité du fonds soit systématiquement couvert, y compris dans 99 ans. Donc, on gardera évidemment des précautions oratoires un petit peu plus fortes pour ce fonds et on prépare également l'avenir. Donc, on continue à avoir un ticket qui augmente et à avoir des sociétés qui, finalement, ont moins de risques embarqués et naturellement ont moins besoin de garantie. On travaille avec des notations privées et on travaille également avec des garanties privées. De regarder pour justement continuer à avoir des compléter ces mécanismes européens avec une garantie privée. Et je rajouterais, puisqu'on ne l'a pas dit, qu'on travaille aussi pour un agrément avec BPI France. Oui, que l'on a, là encore, on a eu des agréments BPI sur certains fonds. Donc voilà, on a en effet... Ça dépend, à chaque fonds, de toute façon, on a une possibilité d'avoir ou pas la garantie selon la typologie du fonds. Bon, parfait. Alors, autre sujet, Ariane, tu as parlé de fiscalité allégée. Oui. Bon, ça, c'est assez original. Pour ceux qui nous connaissent, on travaille bien nos produits sur la structuration et notamment sur la structuration fiscale. Je pense que des fonds perpétuels à fiscalité allégée, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner des éléments et des éléments de détail? Alors effectivement, le maître mot quand on a voulu faire ce fonds, c'était d'avoir des gains en termes d'avantages clients, mais de ne pas revenir en arrière. Donc c'est beau de faire de la performance, mais si vous en donnez une portion importante à l'État, c'est dommage. Donc il était important pour nous de conserver l'avantage fiscal. Donc l'avantage fiscal est soumis à un engagement de détention de 5 ans. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de sortir plus tôt, évidemment. Alors, si vous voulez sortir très très tôt, comme tous les fonds perpétuels qui se respectent, vous aurez des pénalités. Mais au bout de 3 ans, vous avez la possibilité de sortir sans pénalité. Donc, vous avez cette souplesse-là. Mais il y a finalement une incitation à rester au moins 5 ans, puisqu'à partir de là, vos rachats, partiels ou totaux, se feront avec une fiscalité largement allégée. Donc, en tant que personne morale, ça sera un impôt de 15%. En tant que personne physique, ce sera une exonération de l'impôt sur les plus-values et vous aurez du coup que les prélèvements sociaux à devoir. Très bien. Alors du coup, quelle est la durée de placement cible de ce fonds? Alors nous, on continue à le vendre comme un fonds à 5 ans.
Mais encore une fois, vous avez cette souplesse. Donc, vous avez un hard lock qui est court, vous avez des pénalités dégressives les 3 premières années, et ensuite, vous avez la liberté de sortir, mais on vous incite fortement à rester au moins 5 ans pour prendre la pleine mesure du fonds, que ce soit en termes de capacité à générer des surcroîts de performance avec les OPSA, ou que ce soit avec la réduction de la fiscalité. Donc ça, c'est la liquidité, évidemment, au niveau du fonds. Pour autant, petite subtilité. Alors, vous avez la possibilité éventuellement d'envisager une vente au secondaire, puisqu'on a un module d'une marketplace que nous lancerons dans quelques mois pour automatiser tout ça. C'est déjà faisable d'un point de vue manuel, mais ça sera beaucoup plus facile demain. Pour permettre à quelqu'un qui souhaiterait sortir de ce fonds ou d'un autre fonds daté d'ailleurs, de vendre ses parts directement à un autre épargnant sans passer par la liquidité assurée par le fonds. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que quelqu'un qui rachèterait les parts en cours de route rachèterait également la date d'émission des parts. Donc ça veut dire que si au bout de 3 ans, mettons qu'au bout de 3 ans, je veux sortir, je n'ai plus de pénalité, je peux parfaitement demander au fonds de me racheter. Mais si je vous vends à vous, Monsieur Cosson, les parts, bah vous allez racheter demain des parts d'un fonds perpétuel que vous pourrez revendre directement à la prochaine fenêtre de liquidité sans pénalité, puisque vos parts à vous, elles ont déjà 3 ans. Donc il y aura vraiment un marché secondaire qui facilitera également la liquidité sur ce fonds et également sur les fonds millésimés que nous avons. D'accord, très très bien. Alors ça tombe bien, on a une première question. Peut-on avoir le détail des pénalités de sortie avant 5 ans? Alors je vais y répondre directement. En fait, il n'y a aucune pénalité de sortie au-delà de 3 ans. En fait. La durée d'engagement de détention, c'est 3 ans. Donc si effectivement on décide de sortir, si le fonds rachète les parts les 3 premières années, il y a des pénalités de rachat anticipé qui sont de 8% les 12 premiers mois, 6% entre 12 et 24 mois et 4% entre 24 et 36 mois. Et ces pénalités sont acquises au fonds. Donc finalement, viendrait améliorer la performance pour les investisseurs qui restent. Comme Ariane l'a expliqué, on peut bien entendu chercher à vendre ses parts avant ce délai de 3 ans si on ne souhaite pas payer les pénalités, alors sans aucune certitude qu'un acheteur viendra se positionner, même si ça a beaucoup d'intérêt. Et donc au-delà de 3 ans, pas de pénalité. Donc ce qui devrait aussi favoriser la liquidité du fonds, c'est cette double, pas échéance, mais ces 2 barrières. 3 ans, fin de l'engagement de détention, 5 ans, accès à une fiscalité très favorable. Alors, on parle de cette liquidité assurée par le fonds. Je pense que la transition est toute trouvée, Bertrand, pour parler de ce qui se passe aux États-Unis sur les fonds de dette privée américains. Le marché est fondamentalement différent du marché français. On parle de problèmes de liquidité. Est-ce que, à ton avis, on pourrait avoir ce genre de problème en France sur notre stratégie? Parlons de notre stratégie par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Alors je dirais, de toute façon, déjà, on a un historique. On peut parler d'un historique. On n'a pas cette problématique. Alors, certes, ce sont des fonds datés, mais de toute façon, on a toujours été capable, du fait de nos obligues. Revenons à cette notion de flexibilité temporelle. Des obligations longues, mais aussi des obligations courtes. Et quand on regarde, et comme l'avait dit Ariane, quand on regarde quasiment tous nos fonds, on a toujours eu un certain nombre d'événements de liquidité bien avant les 5 ans, bien avant les 7 ans, voire bien avant les 2 ans. Donc, quelque part, ces opportunités-là qui nous permettent en permanence d'avoir de la trésorerie et d'avoir une liquidité régulière. Donc, je ne pense pas, par rapport à la typologie du sous-jacent, qu'il y aura un problème de liquidité. Après, attention, qu'on soit bien clair, on n'est pas dans une promesse de liquidité à la semaine, au mois. Oui. C'est pour ça qu'on a bien mis une première fenêtre à 3 ans. Donc on pense qu'il faut du temps. Il n'y a pas une promesse de dire en permanence c'est liquide. Le sous-jacent n'est pas un produit liquide, c'est pas un produit coté. On est bien dans le non coté avec quand même un temps long. Par contre, en effet, cette particularité de pouvoir faire du court et du long est intéressante pour pouvoir justement faire face à la liquidité. Oui, c'est un excellent point, effectivement. Il faut rappeler qu'on touche des coupons tous les trimestres sur les trimestres, tous les semestres, oui, mais principalement tous les trimestres. Oui. C'est pas de l'in-fine, et en plus on aura des remboursements sur des échéances de temps très très différentes, puisqu'on peut souscrire demain sur une obligation à 4 ans, dans 6 mois sur une obligation à 5 ans. Donc
tout ça va permettre de générer de la liquidité. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Qui pilote et comment est organisé le marché secondaire? Alors, c'est un marché de gré à gré, donc on va très bientôt mettre à votre disposition notre plateforme, donc ce sera 100% digitalisé. D'ailleurs, c'est complètement innovant, quoi. Et ça, c'est complètement innovant. Pour être honnête, on travaille dessus depuis Oui. plusieurs mois. On aurait aimé vous annoncer aujourd'hui que tout fonctionnait. Ça fonctionne presque, mais il y a encore quelques Non, bêta, petits mais points. voilà, c'est Voilà, quand même important. donc c'est du Une gré à autre gré. innovation. Acheteurs et vendeurs doivent se mettre d'accord sur un prix. On y reviendra quand ce sera officiellement lancé. Mais ça sera directement visible sur leur extranet. Donc ça sera un onglet supplémentaire sur l'extranet où ils verront en temps réel les propositions de vente. Et n'importe quel partenaire pourra saisir les propositions de vente qui sont faites. Ça sera au premier à réagir. Et ensuite, vous partirez sur un parcours digital standard comme on fait sur une souscription primaire. Et ça sera également sur l'extranet que vous verrez sur les souscriptions de vos clients la possibilité de les proposer à la vente. D'ailleurs, je me permets de souligner que cet élément d'arbitrage rentre totalement dans le cadre d'un service supplémentaire que les partenaires pourraient apporter à leurs clients et qui légitimerait le paiement de la rétrocession, puisque ça aussi c'est un sujet d'actualité. Donc on faisait déjà beaucoup de pas mal de choses à proposer. Voilà, on faisait déjà pas mal de formations et on se met en ordre de bataille pour avoir des contenus plus faciles à pousser au niveau des clients. On a cet élément qui est quand même très structurant sur lequel ils sont inattaquables et qui est déjà intégré dans les conventions. Et on continue à réfléchir à d'autres pistes pour les accompagner dans ce sens-là. Bon, très très bien. Une autre question pour le marché secondaire. Les souscriptions ne sont donc pas faites au nominatif. Alors, oui et non, en fait, ça n'a rien à voir. Vous pouvez racheter des titres existants qui eux-mêmes ont été souscrits en nominatif pur ou en nominatif administré. Et ces titres, vous pouvez les loger sur votre compte titre bancaire ou en nominatif pur. Donc, alors, je pense que la question était plutôt sur le montant unitaire. Je pense que c'était plutôt une logique de nominal plutôt que nominatif. Alors, peut-être pas. Peut-être que le mot était effectivement au nominal. De toute manière, on va souscrire au nominal jusqu'au 30 septembre. Ariane, tu me confirmes? Alors, pour là, ce fonds-ci, donc un primaire, on rentre au nominal jusqu'au 30 septembre, sachant que on a une prime. Ça, on va y revenir. Attention. On ne défère pas encore. On finira très bien, sur cette très bien. Mais donc, on aura effectivement une rentrée au nominal jusqu'au 30 septembre, et ensuite, vous serez sur un fonds perpétuel, donc vous rentrerez à court inconnu avec des valorisations tous les 15 jours. Pour les ventes au secondaire, la manière dont ça se passe, c'est qu'en fait, c'est le partenaire qui a la main, qui va avoir les informations sur le dernier prix officiel de la position, qui va pouvoir prévoir une décote ou pas pour faire sa préconisation de vente. Le porteur va évidemment en avoir connaissance et va devoir accepter ces préconisations, et ensuite il va la proposer au marché. Donc il peut parfaitement la proposer au prix, il peut parfaitement la proposer avec une décote, ça dépendra potentiellement, comme dans n'importe quel secondaire, du besoin de liquidité de son client final. Exactement. Comme on dit à chaque fois, plus on a un besoin de liquidité important, plus la décote doit être significative. C'est assez logique. On peut parfaitement imaginer que le même jour, vous ayez le même part qui soit vendu avec des prix différents, puisque les acheteurs n'auront pas le même degré de motivation. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a d'autres questions. Alors, j'en profite en attendant, parce que je sais que dans ma présentation du fonds, j'ai omis de rappeler qu'il serait également SRI 3. Donc... voilà, je mets à coup pas. On fera un petit récap tout à l'heure. Alors, si on pouvait me mettre les questions sur un écran stable, ce serait parfait, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Si je rachète des parts au secondaire qui ont 3 ans et que je les cède à 5 ans, suis-je exonéré d'IR? Alors, il y a la réponse officielle et la réponse fiscale, et il y a la réponse opérationnelle. La réponse fiscale, c'est non, puisque pour avoir le droit à l'avantage fiscal, normalement, il faut souscrire au primaire à une part. Donc, si vous rachetez une part, même si vous la détenez plus de 5 ans, normalement, vous n'êtes pas supposé avoir l'avantage fiscal. Donc, ça, c'est la réponse purement fiscale. La réponse opérationnelle, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui fournissent les IFU et qui calculent les impôts
pouvoir qui prélèvent et qui sont donc les seuls garants normalement du juste calcul, Qui sont donc les banques dépositaires. sont les dépositaires, et que les dépositaires aujourd'hui, dans leur intégralité, ne savent pas gérer le rachat, ce qui fait qu'ils conservent la part initiale. Donc aujourd'hui, avec sur les dernières années, toutes les personnes qui rachètent au secondaire, sauf à faire des démarches volontaires pour corriger l'information, ont tendance à bénéficier des mêmes avantages. C'est pas dit qu'à l'avenir, ça continue. Très bien. Prévoyez-vous la possibilité de réinvestissement des coupons en part du fonds? Alors la réponse est très simple, c'est qu'on n'aura pas de distribution sur ce fonds. On est bien sur un fonds capitalisant. Pour remettre les choses en ordre, dans notre gamme, le seul fonds distribuant aujourd'hui, c'est le FCPR Entrepreneur et Immobilier. Vous avez un client qui a un besoin de distribution, le fonds adapté, c'est le FCPR Entrepreneur et Immobilier, qui va distribuer 4% par an de façon trimestrielle et qui capitalise également de l'ordre de 2% par an. Donc ça fait une performance totale de 6%. Et qui ne réinvestit pas. Et qui ne réinvestit pas, voilà, pour répondre à la question. Alors, on va faire un petit focus sur le fonds Entrepreneur et Horizon. Tu parlais du SRI 3. Donc là, je mets le slide de récap donc sur l'éligibilité. On peut effectivement parler de certains points, de creuser certains points. Le SRI 3, le minimum de souscription, l'éligibilité. Ariane, c'est toi qui fais ça? Ou c'était peut-être moi en fait? Comme vous voulez. On peut même laisser les auditeurs lire. Non, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, encore une fois, l'objectif n'était pas qu'il y ait de retour en arrière. Donc le ticket minimum d'accès est de 5 000 € comme il l'était déjà dans Rendement Neuf. Alors on parle bien d'un ticket en direct, ce qui me fait une transition sur l'éligibilité, puisque la plupart de nos porteurs aujourd'hui souscrivent un nominatif pur, mais c'est également possible de souscrire en compte titre, et dans ces cas-là, vous avez la fiscalité allégée, mais c'est également des fonds qui peuvent être souscrits dans des enveloppes fiscales, donc le PEA, le PEA-PME. Dans ces cas-là, vous êtes toujours sur ce montant minimum d'investissement de 5 000 €, mais vous aurez la fiscalité des enveloppes fiscales. Et puis, c'est un fonds qui, évidemment, a vocation à être référencé chez des assureurs français. Donc, le fonds ayant eu l'agrément il y a quelques jours, on est pour l'instant référencé nulle part, mais on espère avoir très rapidement déjà des demandes de partenaires qui nous aideront à avancer sur les référencements. Donc, on a d'ailleurs une question. Donc, ce fonds est-il disponible sur les contrats d'assurance vie? Écoutez, contactez vos inspecteurs préférés. Oui, alors on est en discussion, mais on en a parlé, mais c'est vrai que pour l'instant c'est assez précoce. Donc contactez vos interlocuteurs préférés chez vos assureurs préférés, demandez-leur d'activer le référencement de ce fonds le plus vite possible. Mais l'idée c'est d'être présent chez les principaux assureurs de la place et le plus vite possible. Donc après, au-delà de ces éligibilité, on est également sur un SRI 3 qui permet de proposer ce produit à une majorité de clients, puisqu'on est quand même sur un fonds effectivement défensif et qui a la notation qui correspond à ce profil-là. La fiscalité, on en a déjà parlé. L'objectif de performance qui est donc de 8% basé sur l'historique et basé sur le moteur obligataire. Avec les BSA, on espère avoir potentiellement de temps en temps des envolées significatives. Et cette logique de détention. Alors on a raccourci en parlant d'engagement de détention. On a bien compris qu'au final, tu l'as souligné toi-même plusieurs fois, il n'y a pas finalement un engagement de détention aussi long que ça, mais il y a des pénalités les 3 premières années qui font que ce serait dommage d'investir dans ce fonds si on n'a pas la conviction intime et profonde de faire au moins les 3 ans. Nous, on incite à aller plutôt à 5 ans grâce à la fiscalité et toujours ce partenariat phare avec nos organismes de garantie préférés. Bon, très bien. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Donc, comment comptez-vous gérer l'accès des institutionnels et des assureurs au fonds Horizon? Donc les assureurs, oui, les institutionnels, on n'a pas vocation à avoir des institutionnels qui souscrivent à ce fonds, hormis les assureurs pour le compte de vos clients au travers d'unités de compte. On fera toujours très attention à la granularité du passif du fonds. On en parle lors de chaque webinaire sur le FCPR Entrepreneur et Immobilier, qui est notre fonds perpétuel de plus de 6 ans. Donc on a quand même eu
l'occasion de voir ce qui fonctionnait. L'idée, c'est vraiment de dupliquer ce qui fonctionne sur ce FCPR entrepreneur immobilier qui, pour rappel, fait 130 millions d'euros d'actifs, qui n'a aucun problème de liquidité. Et on sera très vigilant sur le passif du fonds. Donc l'objectif, c'est qu'aucun investisseur ne soit exposé à plus de 15 ou 20% sur le passif du fonds. Mais les assureurs eux-mêmes sont très vigilants. La plupart mettent en place des limites en termes d'investissement. Donc on fera vraiment très attention à ça, bien entendu. Éligible à l'assurance vie luxembourgeoise, oui, bien évidemment. À quelle date peut-on souscrire ? Alors, à quelle date peut-on souscrire ? Je pense que le temps de signer une convention sur votre extranet, peut-être dès demain, on pourra souscrire. Il manque peut-être le RIB encore sur... Est-ce qu'on a eu le retour du RIB de la banque On va prendre dépositaire ? une précaution oratoire énorme et on va parler de jeudi. Bon, jeudi, alors, Voilà. dans 48 heures. De combien sont les pénalités ? Les pénalités de sortie, si ma mémoire est bonne, c'est 8, 6, 4. voilà, 8% la première année, 6% la deuxième année, 4% la troisième année. Maintenant, une question me brûle les lèvres, Ariane. Est-ce qu'on doit souscrire maintenant ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à attendre que le fonds soit déjà un petit peu investi ? Voilà, est-ce qu'il y a une urgence à attendre ou alors une urgence à investir ? Alors, si on avait été idiot, on aurait attendu. Et si vous faites un fonds obligataire, vous avez une première période qui est une courbe en J, qui n'est pas énorme, mais qui mérite d'attendre. Et vous attendez le point le plus bas. Et si tout le monde attend, le point plus bas, il est toujours demain. Donc, heureusement, on a anticipé le problème. Donc, on a deux éléments qui vont plutôt être une vraie incitation à faire et à faire le plus vite possible. Alors, on a un premier élément évident qui est la prime de premier souscripteur. Donc, chez nous, il n'y a pas de bâton. La valorisation, on ne va pas demander aux gens de payer des pénalités s'ils rentrent plus tard. En revanche, il y a des carottes. Donc, on a une prime de premier souscripteur assez attractive puisqu'on va rémunérer 6% aux premiers entrants. Donc, c'est plafonné aux 5 premiers millions. C'est évidemment un 6% qui est proratisé. Donc, ça va être entre la date d'entrée et le 30 juin. Donc, on sait qu'on a des partenaires qui sont assez férus de ça, qui vont donc se dépêcher. Et donc, en gros, ça va leur faire 1% net sans risque de gains supplémentaires. Et cette rémunération va être versée sous forme de parts supplémentaires. Donc, ça veut dire que eux-mêmes seront rémunérés sur ce complément de parts et que ces parts vont également se revaloriser dans le temps. Donc, c'est un effet qui se coule supplémentaire pour le porteur. Donc, ça va nous permettre de lancer le fonds dans les prochaines semaines. Et avec ces premiers 5 millions, on va avoir les capitaux pour acheter des actifs qu'on a déjà ciblés, donc sur lesquels on travaille, qui sont des actifs dont Bertrand parlera probablement mieux que moi, mais qui sont déjà détenus et qui vont avoir des grosses revalorisations, ce qui veut dire qu'on va les acheter avant la revalorisation et qu'on les revalorisera dans l'été pour pouvoir afficher au 30 septembre, lors de la première VL, une VL en hausse. Et donc, il est si je peux me permettre, et sous le contrôle de notre cher RCCI, on va faire en sorte de ne pas avoir de courbe en J. Voilà ce qu'on peut dire. Exactement. Sans aucune certitude, bien évidemment. En sachant, et je le rappelle, notre positionnement sur le marché nous permet d'avoir de toute façon un certain nombre de dossiers et qui, malgré nos sélectivités, nous permettra, ou pire, si on ne rachète pas de toute façon des positions, d'aller très vite en termes d'investissement et donc de pouvoir bénéficier des premiers coupons et ainsi de suite. Donc, je pense en effet, comme tu dis Sébastien, l'objectif, c'est de ne pas avoir de courbe en J. Bon, très bien. Alors, quelle rémunération ? Alors, pour la rémunération, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial habituel, puisque pour le coup, on a une multitude de parts, avec des parts sans droit d'entrée, des parts avec droit d'entrée et rétrocession, des parts sans rétrocession, des clean shares. Mais c'est la rémunération que vous connaissez habituellement. Hein, pour être très clair, vous connaissez la façon de faire. On retrouve les mêmes frais de gestion, la même rétrocession sur en cours que sur les fonds historiques et sur l'ensemble de la gamme. Alors, est-ce qu'on a... non, les questions, je pense, j'y ai répondu. Donc peut-être est-il l'heure de conclure. Je regarde si d'autres questions arrivent. Le replay, dans tous les cas, le replay de ce webinaire vous sera envoyé dans les 24 heures, probablement dès cet après-midi, avec le support de présentation de ce FCPR Entrepreneur et Rendement Horizon. On aura également la plaquette commerciale à destination des clients. Donc je vous invite à vous connecter sur votre extranet, à demander un avenant pour pouvoir commercialiser ce fonds, à contacter vos interlocuteurs assureurs pour accélérer le référencement également pour ceux qui veulent l'utiliser en unité de compte.
Ariane, est-ce que tu as un point à rajouter ou peut-être qu'on va commencer par Bertrand et on laissera à Ariane le mot de la fin pour... Non, je crois qu'on a tout dit. Nous, nous sommes impatients de pouvoir démarrer. Il y a des opportunités, donc quelque part, démarrons et vite. Très bien. Ariane, pendant que je jette un œil sur les questions au cas où. Je pense qu'honnêtement, on a quasiment tout dit. Tu as dit qu'on allait envoyer des choses de manière automatique. Comme d'habitude, on accompagne sur la partie compliance, etc. Donc, il ne faudra pas non plus hésiter à nous demander un peu plus de documents, les rapports de préconisation, les fiches UMT, blablabla, pour faciliter la mise en place. On essaye également de continuer à donner davantage de contenu en termes marketing. Donc, on devrait être en mesure également, d'ici la fin de semaine, d'envoyer une vidéo de 5-6 minutes de présentation de ce fonds pour également voir finalement tout ce qu'on s'est dit, mais de manière beaucoup plus raccourcie, la substantifique moelle, comme on dit. Voilà, donc si... il y a d'autres questions, des envies d'organiser des webinaires, des one-to-one et toutes les questions complémentaires, nous aussi, on est assez impatients. Bon, très bien. Alors, il y a deux dossiers, il y a deux questions qui sont arrivées. La première, le pourcentage de dossiers finalisés ou en cours de finalisation pour rendement numéro 9. Alors, je crois qu'on est à peu près à 25% de taux d'investissement, oui, donc ce chiffre aussi. Et comment Entrepreneur Invest peut nous assurer de ne pas impacter la sélection des dossiers pour rendement neuf au profit du lancement du fonds Horizon? Alors là, je vais me permettre de répondre, c'est très très clair, c'est que la probabilité que les deux fonds co-investissent sur les premiers mois, sur les premiers trimestres est très 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 forte. Et elle co-investira également probablement comme d'habitude avec la gamme éligible 150 0 Better, Entrepreneur et Croissance, puisque notre équipe d'investissement ne gère pas des fonds, mais gère bien en fait des investissements dans des participations, et ensuite on fait l'allocation sur les fonds. Et historiquement, on co-investit. Le rendement 7 a co-investi avec le rendement 8, le 8 avec le 9, et le 9 co-investira avec le fonds perpétuel. Donc tout dépend ensuite de la taille des fonds, du rythme de collecte, mais il ne s'agit pas de prioriser, sauf bien sûr en cas d'échéance fiscale, il y a des ratios à respecter, mais pour le coup, compte tenu de la taille des fonds et du déploiement du fonds numéro 9 déjà, puisqu'on est déjà à plus de 25%, il n'y a pas de sujet d'urgence à investir sur les prochains mois. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et concernant la zone géographique, notre deal flow aujourd'hui, il est très franco-français. Bertrand, tu veux apporter quelque chose? Est-ce que éventuellement on envisage, pas forcément cette année, mais à moyen terme, de franchir les frontières? Aujourd'hui, on investit dans des PME françaises qui eux-mêmes ont une exposition en termes de chiffre d'affaires à l'international, très souvent. Oui. Mais est-ce qu'on envisage d'investir dans une société allemande ou espagnole, par exemple? Alors, on pourrait le faire. On a regardé des dossiers, mais on ne le fera ou on aurait pu le faire que si on est capable d'accompagner l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un sur place qui parle la langue, qui connaît le contexte local pour accompagner l'entreprise. Donc on l'a regardé dans le cadre de co-investissement avec des fonds amis. Il faut d'ailleurs comprendre qu'on travaille soit en termes de fonds lead ou en co-investissement. Donc on peut très bien co-investir avec une société, avec un fonds avec qui on a l'habitude de travailler en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, par exemple. Oui. Très bien. Et autre question sur la capitalisation moyenne. Alors, plus que capitalisation, parlons de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Donc en général, on a entre 5 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et entre 0 et 10, 15 millions d'EBITDA, un peu maximum. Enfin, oui. On me dira, on en a deux ou trois qui sont des plus grosses EBITDA, mais en effet, je pense que la cible en termes d'entreprise, 10 à 30 millions de chiffre d'affaires, voilà, c'est la cible, on va dire, la moyenne. Évidemment, il y a des écarts types, mais en tout cas, on est dans cette moyenne-là, et avec des sociétés donc qui vont faire entre 1,5 et 5 millions d'EBITDA. On en a des plus grosses, les gens peuvent le voir, mais globalement, c'est notre terrain de jeu. D'où beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'il y a un foisonnement d'entreprises. À nous, évidemment, d'être sélectifs, à nous de bien les accompagner. Très, très bien. Eh bien, écoutez, il est l'heure de clôturer ce webinaire. Bien entendu, vos interlocuteurs commerciaux habituels sont à votre disposition. Maxime Néophytos, Maxime Durin, Ariane Douté, moi-même. N'hésitez pas à nous contacter. Si jamais je suis passé à côté de certaines questions, on y répondra très très rapidement. Bonne journée. Oui, pardon. Juste les prochaines dates. Ah pardon, les prochaines dates, effectivement, les prochaines dates. Le 11 juin, la rencontre des entrepreneurs immobiliers à la Maison du Danemark. Vous allez recevoir une invitation cette semaine. Donc c'est notre prochain événement physique à la Maison du Danemark, donc sur les Champs-Élysées à Paris. Et puis le 25 juin, l'Université du non-coté, c'est le module 3, l'optimisation de la fiscalité dans le non-coté. La semaine dernière, on a fait un webinaire sur la liquidité dans le non-coté. Si vous n'étiez pas inscrit, contactez-nous, on vous enverra le replay. Avec plaisir. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.